Bonjour, pour cette vidéo, nous allons aborder la polarité vie-mort qui s'intègre dans une triptyque de polarités que nous avons menée avec Mélanie, les polarités étant intérieure, extérieure pour une polarité que nous avons abordée il y a 2 mois. Ensuite, existence, non-existence, c'était le mois dernier et aujourd'hui nous allons donc aborder vie-mort. C'est un petit peu comme un triptyque parce que ces trois polarités nous parlent vraiment de notre monde intérieur, de la manière dont nous interagissons entre notre monde intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est pour la polarité intérieure-extérieure. Ensuite, pour existence, non-existence, se sentir exister, c'est une histoire d'être et non de faire. C'est une histoire immatérielle, énergétique. Comment j'existe vibratoirement, énergétiquement, pour ensuite manifester cette existence dans le concret de la vie terrestre. Et maintenant, nous allons aborder vie et mort, hein, cette dualité où, bien sûr, face à cette élément inéluctable, hein, que la vie s'arrête à la mort sur Terre. Nous allons développer ce point avec Mélanie pour y voir un peu plus clair. Ne pas oublier que avec les méthodes PIT, nous visons toujours à ce retour dans l'équilibre vers le centre, vers ce point zéro qui est au cœur de nous-mêmes. Quand nous sommes au centre de nous-mêmes, nous pouvons jongler entre l'une et l'autre sans perdre notre équilibre. Donc, c'est notre objectif avec les méthodes PIT, ce travail sur les polarités. Bien sûr, les méthodes PIT ont multiples outils qui nous permettent de libérer les charges émotionnelles contenues dans chacun des pôles quand ils sont en excès ou en déficit. Néanmoins, la compréhension profonde de l'essence de chacune des polarités, en sachant qu'on ne peut pas en éradiquer une par rapport à l'autre, on ne peut pas choisir la vie et supprimer la mort, on ne peut pas choisir l'existence et décider que l'inexistence ou la non-existence ne fait pas partie de notre vie, que l'intérieur est là sans l'extérieur ou inversement. Notre compréhension en profondeur de ces polarités nous permet déjà de faire un pas vers cet équilibre, en sachant que le monde de la dualité est le monde sur Terre et que chaque être humain, dans son être, a ce désir profond, conscient ou inconscient, d'un retour vers l'unité. Alors, je vous invite donc à regarder cette vidéo où Mélanie et moi, dans un mode très conversationnel, allons débattre de ce sujet. À tout de suite. Alors, c'est parti pour la polarité vie et mort. Bonjour Mélanie, nous revoilà à nouveau ensemble pour ce débat, conversation. Et je vais commencer par une citation d'Épicure qui va illustrer un petit peu notre conversation, notre débat, et qui nous dit, tant que nous sommes là, la mort n'est pas, et quand elle est là, nous ne sommes plus. Alors, à quoi bon s'en inquiéter au lieu de vivre? Effectivement, cette polarité vie et mort est quelque chose qui est très prégnant dans nos sociétés, dans nos consciences, hein, avec une appréhension de cette fin de vie inévitable. Donc, du coup, l'adage ce à quoi je résiste persiste, il y a une résistance sous-jacente, permanente vis-à-vis de la mort. Et pourtant, on va aborder donc justement cette polarité pour revenir à l'équilibre, car effectivement la mort est inévitable, hein, mais en priorité, l'important c'est de vivre tant que nous vivons. Et comment vivons-nous? Ça, c'est toute la question. Est-ce qu'on vit pleinement ou est-ce qu'on vit qu'à moitié? Il y a également le concept du yin et du yang, donc qui nous ramène à nouveau à cette alternance des contraires, hein,
dans lequel on a le noir et le blanc, et un peu de noir dans le blanc, un peu de blanc dans le noir. Donc on a cette alternance des contraires, de ces opposés qui finalement, les deux ensemble, forment un cercle, hein, et ils cohabitent l'un avec l'autre en alternance. Ça nous ramène également à la notion de cycle. Et pour ça, on peut citer Jeanne Hayage qui nous parle de petites morts. Donc, vous allez en voir un extrait. Dualité vide-mort, la mort sculpte et régule le vivant. Oh yeah. L'écologie, c'est pas de voir les arbres, c'est on fait partie des arbres, on fait partie de la nature. On est tous, on est tous en lien. On est tous en lien, depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Tout ce qui se passe à l'échelle microscopique a des répercussions macroscopiques. Donc, un homme qui grandit, une femme qui grandit et qui va grandir, elle va nourrir le champ quantique de tout le monde et de toute la Terre. Chaque chose que nous faisons nous permet de grandir, nous, mais on alimente en enrichissement tout ce champ qui est des petites morts. Il y a plein de petites morts. Et c'est pour ça que cette conférence, là, je me suis dit, mais il faut accepter simplement le changement. Avant, on était comme ça. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est aujourd'hui. Il n'y a que ça qui est important. Et demain, on ne sait pas. Mais si on est vivant et présent aujourd'hui à qui on est et à ce qu'on fait, alors demain va se passer de façon merveilleuse, puisqu'on est présent déjà. Et le chaos va être intéressant pour changer. Mais il faut les tester, les polarités. Il faut tester pour savoir où est le juste milieu. Où est-ce que c'est bien quand là? Donc on peut le savoir que quand on fait, quand on expérimente des choses opposées, etc. Et à un moment donné, ça non, j'ai essayé, ça non plus. Et on essaye. Et plus on va, plus on se rapproche du milieu de soi. Et là, on n'a plus besoin d'expérimenter des choses négatives. On va faire que ce qui est bien pour nous, ce qui nous met vivants, ce qui nous apporte de la joie. Le signe, quand on est dans notre être et dans notre chemin de vie, c'est qu'on a la joie en nous. On a la joie de faire ce qu'on fait. Ça peut être des choses simples, c'est pas la joie. C'est plein de petites joies. Mais quand on est dans la joie, on est dans l'être. On n'est pas dans le personnage. Et donc, à propos de ces cycles, hein, de ces petites morts, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Mélanie? Oui, effectivement, les petites morts, enfin la mort telle qu'on l'aperçoit nous en Occident, en fait, il y a une grande angoisse parce que c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous, donc l'impuissance est très angoissante, et que du coup, la vie devient une épreuve de courage et de tempérance. Et effectivement, comme tu dis, avec le yin et le yang, aucun état s'impose à l'autre. En fait, il y a cette cohabitation harmonieuse, et comme on a installer la vie, la mort dans une échelle de temps qui marque une finitude. Du coup, je dirais que la perception, en tout cas en Occident, c'est que contrairement à ce côté cycle, la mort devient vraiment une fin véritable. Et peut-être là, si tu veux, du coup, que les gens ont beaucoup de mal à se rattacher à quelque chose. Alors, en dehors des personnes qui ont des croyances, voilà, mais sinon, c'est vrai que la mort est présentée et perçue comme une fin. Donc, on a mis en place tout un système de rituels qui permet d'accompagner, de rendre peut-être la chose supportable ou acceptable, mais on ne l'accompagne pas du tout dans notre quotidien. Oui. Et alors, cette fin, bien sûr, se confond avec la perte et le deuil. C'est-à-dire que oui, il y a une fin dans le sens où la personne aimée n'est plus présente. Donc, il y a cette souffrance, mais ce n'est pas la fin pour la personne. Donc, ça me permet aussi de glisser là tout de suite, c'est que quand on fait un deuil, on fait le deuil pour soi, non pour la personne partie. Parce que cette fin, elle est souffrante pour nous qui n'avons plus la personne physiquement présente dans notre vie. Par contre, en ce qui concerne la mort d'un être,
il est nécessaire aussi de rattacher la notion d'âme et de différencier l'âme du corps. L'âme est dans le corps physique sur Terre, et tant que ce corps physique, tant que cette enveloppe corporelle est présente, la personne existe sur Terre et est en vie. Et l'objectif, c'est de vivre pleinement et totalement tel que on le sent, c'est-à-dire oser vivre vraiment. Et de l'autre côté, quand on quitte notre enveloppe corporelle, on ne sait pas, il y a des suppositions, il y a énormément d'écrits, surtout en Orient, à propos de la vie après la mort. En tous les cas, si on n'y est pas allé, on ne sait pas. Mais il est vraiment clair que la vie perdure sous d'autres formes. Et donc, c'est les petits cycles. Ça va, toi? La vie perdure. Là, je peux vous dire que la vie perdure, hein, carrément. La vie perdure sous d'autres formes. Et il y a des cycles qui sont transformateurs. Et je pense souvent, là, comme on arrive en automne et donc on va vers l'hiver et que les arbres sont en train de perdre leurs feuilles, les feuilles meurent. Quand on marche dans la campagne, les feuilles sont mortes. Mais il y a ce cycle de la transformation et de la régénération. Donc ces feuilles vont devenir du terreau, vont nourrir la terre et ainsi de suite. Il y a une intelligence du vivant dont on ne parle pas assez, mais en fait, tout ce qui est vivant fait preuve d'une intelligence formidable pour vivre, survivre, répondre au cycle, se renouveler. Et chaque petite mort qui amène une nouvelle naissance amène aussi une nouvelle force, nouvelle densité. L'arbre, il a beau perdre ses feuilles, au fur et à mesure qu'il les perd et qu'il les retrouve, il continue à grandir, à s'étoffer. Et on fonctionne tous pareil, en fait. D'accord, exactement. Et on pourrait dire que finalement, la mort est une transformation qui nourrit. Il est dit que une fois qu'on a quitté notre enveloppe corporelle, notre âme continue d'expérimenter d'autres choses sur d'autres plans. Donc la vie en tant qu'être immatériel continue de perdurer et surtout d'évoluer et de se transformer. Alors pourquoi du coup cette polarité vie-mort est une dualité très souffrante? Parce qu'on avance inéluctablement vers la mort. On avance pas à pas avec l'âge vers ce qu'on appelle la vieillesse, vers ce qu'on appelle la retraite, quand on ne travaille plus, soi-disant. On devient retraité, ça veut dire on est mis à l'écart. Et c'est un mot que je déteste parce que ça veut dire que je ne suis plus passé 60 ans ou maintenant l'âge de la retraite, je ne sais plus, c'est 65 ou 67. Mais en tous les cas, passé l'âge de la retraite, je suis mise de côté. Alors, le dictionnaire des synonymes va nous donner des informations très intéressantes en ce qui concerne la retraite. Le synonyme de la retraite, c'est débâcle, débandade, décrochage, évacuation, fuite, recul, reflux, repli et retrait. Et le contraire, c'est avance et progression. Donc là, on voit vraiment que le mot est très connoté quand on dit je pars à la retraite, je suis en retraite, je suis mis à la retraite. Je ne sers plus à rien dans la société. Et ça, c'est quelque chose qui engendre un plus grand vieillissement. On est conditionné en fait, hein. On fait rentrer les gens dans des cases de tel âge à tel âge, c'est ça, de tel âge à tel âge. Bon, alors qu'on voit bien d'une part que l'espérance de vie augmente, donc cette retraite où finalement on se retire d'une partie de la vie, ben, c'est une petite mort sur une personne qui est en pleine santé et en pleine vie. Quand on sait qu'aujourd'hui, je crois que les femmes, elles vont un petit peu en moyenne, hein, au-delà de 90 ans, bon, ça laisse encore au moins une trentaine d'années. Et finalement, la société décrète que ces gens-là
ben voilà, sont plus utiles, plus actifs. Ouais, on les met vraiment au rebut. Alors, on en parlait, mais bon, moi, j'avoue que ça me perturbe beaucoup de voir à quel point on fait rentrer les gens, et notamment passer la retraite, ou 80, ben, ouais, pour moi, 80, de ce que j'entends, c'est déjà un pied dans la tombe, quoi. Les gens qui ont 90, c'est le grand âge, et alors 100, c'est le cap. Et d'ailleurs, souvent, les gens s'écroulent après 100 parce qu'on l'a mis comme un cap maximum, quoi. Alors qu'en fin de compte, parce qu'il y a toute une part de vie qui est déjà dans la manière dont on perçoit les choses. Et donc là, on est programmé à vieillir. À 60, ça y est, il y a un cap. Et d'ailleurs, les gens se sentent vieux à 60. Les mots se réveillent, les mots physiques, etc. Parce qu'il y a un conditionnement collectif, sociétal, et vis-à-vis duquel les personnes ne sont pas conscientes qu'elles adhèrent à quelque chose qui finalement n'est peut-être pas leur vérité fondamentale. Moi, j'avais lu une étude qui avait été faite au niveau des centenaires. Entre parenthèses, il y a beaucoup plus de centenaires qu'on ne croit. Qu'est-ce qui fait que vous avez atteint 100 ans? Et les personnes ont répondu toutes, je me suis toujours vue vivre jusqu'à 100 ans. Donc en fait, elles avaient en elles-mêmes projeté cette notion de vivre jusqu'à l'âge de 100 ans. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'elles ont atteint leur objectif, elles n'ont finalement vécu que 1 ou 2 ans plus tard. Donc, elles sont mortes à 101 ans ou 102 ans. Parce qu'en fait, elles n'avaient plus d'objectif, elles n'avaient plus de projection vers un autre futur que la centaine. Qui illustre bien le pouvoir du conditionnement. Mm. C'est ça, exactement. Et le pouvoir du mental, si je me projette à l'âge de 100 ans, je peux vivre jusqu'à 100 ans. De personnes qui ont 70 ans, qui ont été mis ensemble dans un lieu, c'était à Chicago, et ils leur ont passé des musiques de l'époque quand ils en avaient 50. Ils leur ont fait lire des journaux quand ils avaient 50 ans, de l'époque de leurs années 50. Ils leur ont fait revivre l'époque quand ils avaient 50 ans. En une seule semaine, ils avaient pris 1 centimètre, leurs cheveux avaient poussé plus rapidement et leur énergie avait augmenté. Ils sont rentrés chez eux, ils ont retrouvé leur milieu ordinaire, habituel, ils ont revieilli comme avant la semaine où ils sont partis. Donc ça montre bien que tout se situe dans le mental et que la vie peut perdurer au-delà de ce que nous croyons à partir du moment où le corps se renouvelle. Maintenant, alors souvent, je fais la blague, je dis, bah, de toute façon, Moïse et Noé ont vécu jusqu'à 800 ans, donc pourquoi pas nous? Donc c'est vrai que c'est pris comme une blague, mais en réalité, pourquoi pas si c'est ce que l'on désire? Donc, choisir de rester ou de partir. Non pas parce que mon corps ne tient plus debout et il est en lambeaux, mais parce que mon cheminement sur Terre est terminé, j'ai fait le tour de la question et j'ai autre chose à vivre ailleurs. Mais c'est intéressant parce que ça rejoint effectivement des propos que tiennent beaucoup de personnes, que ce soit Franck Lobvet, etc., qui parlent du fait que dans cette peur de la mort, on n'utilise plus notre libre arbitre. Et finalement, on se conditionne à suivre tant bien que mal le déroulé de notre vie qui est quasiment préécrite puisqu'on nous a fait rentrer dans des cases et que de toute façon, passé 70, 80, voilà quoi, on va vers la fin. Scientifique de rajeunissement, notamment cet exemple. Donc c'est important que justement dans cette polarité vie-mort, que l'on vive pleinement et totalement notre vie. Et Christiane Singer en parle admirablement. On va passer un extrait parce que l'écouter, elle, avec sa passion et sa voix est inégale. Il ne s'agit pas de faire disparaître les lois ontologiques qui font que tout ce qui est apparu disparaîtra, que tout ce qui est né mourra. Ça sont des lois que même Dieu ne peut pas abroger, mais là, il y a quelque chose d'autre. Il s'agit d'un éclairage. Quel éclairage donner à ces choses? Le choix n'est pas entre la vie et la mort, mais le choix est entre être un mort vivant ou être vivant jusque dans la mort.
Et donc, ils avaient posé la question, les études aussi scientifiques autour de la régénération du corps nous montrent que le corps humain se renouvelle en 1 an maximum. Ça veut dire qu'il y a différents rythmes. Je crois que le cœur, c'est 4 mois, le foie, c'est 3 mois, les reins, c'est 5 mois. Bon, je n'ai pas les chiffres exacts, mais en tous les cas, chaque organe et chaque partie du corps se renouvelle à une vitesse différente. Mais à la fin de l'histoire, on a un corps neuf au bout d'1 an. Comment se fait-il que nous vieillissons si biologiquement nous nous sommes auto-renouvelés à 100%? La raison, c'est ce qui se passe dans notre tête. C'est les croyances. Donc en fait, le corps physique ne se renouvelle pas à l'origine, à l'original, mais les cellules ne sont que des copier-coller de l'existant à 50, de l'existant à 40, de l'existant à 60, de l'existant à 80. Donc, si je fais des copies, des photocopies de copies encore et encore et encore, forcément, ma copie va s'altérer. Mais si je me déconditionne et que je renouvelle mes cellules à l'original, c'est-à-dire à 100% santé, alors à ce moment-là, mon corps peut rajeunir. Et il y a de plus en plus d'études au niveau de vraiment prendre conscience à quel point vivre totalement sa vie et permet de réussir sa mort. C'est dans le présent. Et que finalement, on voit aussi que nous, on est beaucoup tiraillés entre le passé qu'on subit beaucoup et puis l'avenir qu'on voudrait contrôler. Et finalement, on est absent du seul endroit où il y a de la vie et où toutes les possibles sont ouverts. Voilà, je trouvais intéressant de bien rappeler que la vie est au présent. C'est ça. La peur de la mort est là dans les méthodes PIT et dans les formations. Enfin, il y a une formation en particulier où nous travaillons justement par rapport à la peur de la mort. Et j'ai remarqué dans les stages que cette peur de la mort vient de l'observation en tant qu'enfant de vieilles personnes dans notre vie et de la façon dont elles sont mortes, ou bien la façon dont les autres adultes en ont parlé. Et du coup, cette angoisse a été créée en nous très tôt par la non-gestion de la fin de vie et par les adultes environnants. Et donc, en fait, on a beaucoup de charges émotionnelles d'appréhension de la mort, que ce soit conscient ou inconscient. Il y a une projection dans le futur et on espère de ne pas trop souffrir, on espère de ne pas vivre de façon sourd, aveugle, handicapé, malade. Et comme il y a une espèce de loi sous-jacente, subliminale et collective, que c'est inévitable, ceci engendre la peur. Et dégager cette peur est ultra important. Du coup, on peut accueillir une fin de vie quand c'est le moment venu pour nous. Et au présent, pour reprendre ce que tu viens de dire, au présent, il y a la vie, comme a dit Épicure aussi. Au présent, la mort n'est pas là. Il y a la vie. Il y a la vie. Et si je suis à la retraite d'un point de vue professionnel, je peux très bien me créer, d'ailleurs quand j'accompagne des personnes qui sont à quelques années de la retraite, je leur dis tout de suite et d'emblée, je dis là maintenant, on va commencer à prévoir la suite. Qu'allez-vous faire? Comment allez-vous contribuer ou comment allez-vous réaliser vos rêves, des choses que vous n'avez pas eu le temps de faire quand vous étiez salarié? Qu'est-ce que vous désirez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire maintenant que vous n'êtes plus contraint à aller travailler tous les jours? Donc, c'est se prévoir une deuxième vie avec plus grande liberté aussi. Et la retraite, c'est un salaire, donc du coup, avec de l'argent. Ça rappelle aussi l'importance du sens et de l'objectif, c'est-à-dire même si on a du temps, même si voilà, si on se crée pas un objectif et si on donne pas de sens au présent, à ce qu'on veut, c'est quand même très difficile de rentrer dans la vie. Il faut avoir un objectif à long terme. Et quand je dis souvent en rigolant, enfin je le dis en rigolant parce que je sais que les gens ne me croient pas, mais je le pense fondamentalement que je vais vivre jusqu'à 130 ans.
Je peux me programmer dans cette direction. Nous savons aujourd'hui que toutes les maladies ont des causes émotionnelles et sont liées à des croyances. Donc, à partir du moment où on désactive ces émotions parasites et ces croyances, le corps peut revenir en santé. Par exemple, Joe Dispenza, qui anime des stages à travers le monde, propose des méditations pour s'auto-guérir, parce que lui-même s'est auto-guéri d'un très grave accident. Donc, des exemples, je parle de Joe Dispenza parce que personnellement, je le connais, enfin, j'ai fait un stage avec lui, mais il y en a plein d'autres qui se sont auto-guéris de maladies très, très graves. Donc, l'auto-guérison est possible. Oui, ça rejoint vraiment même Jeanne Ayache le dit, quoi. Finalement, grâce à ce libre arbitre, on a le choix de vie ou de mort. Il y en a beaucoup qui, voilà, qui donnent beaucoup d'importance à ce libre arbitre parce qu'on est toujours à imaginer qu'on n'a pas de contrôle et comme on est des sociétés très contrôlantes et Oui. évidemment sur la mort, on n'a pas de contrôle selon la manière dont on la prend. De prendre la vie comme elle se présente au fur et à mesure, au présent, comme elle se présente au présent. Prendre la vie au fur et à mesure. Saisir les opportunités de créer. Et s'il y a des peurs de mort, il y a souvent aussi des peurs de mort parce qu'un parent très proche est mort dans des conditions épouvantables. Et donc, ça engendre chez nous comme un modèle angoissant de fin de vie. Donc, il y a la nécessité à ce moment-là de dégager toutes ces charges émotionnelles, toutes ces croyances pour nous en libérer et devenir beaucoup plus neutre par rapport à ce sujet. Et par rapport aux polarités, justement, pour venir cet équilibre des deux pôles, c'est vraiment comprendre que si je suis dans un excès, par exemple, la peur de la mort, c'est un excès, je vais engendrer un excès opposé. L'un ne peut pas être sans l'autre. L'excès opposé, ça peut vouloir dire vivre de façon intense et courir des risques. Donc, quand il y a peur de la mort, il y a excès de vie. Et excès de vie peut être avoir une vie où je dors pas assez, où je prends pas soin de mon corps, où je ne mange pas des choses pour ma santé, où j'use mon système nerveux jusqu'à l'extrême. Et forcément, je vais engendrer la maladie. Et donc, la maladie, c'est quoi? C'est cette peur de mort qui est sous-jacente à cet excès de vie. Et cet excès de vie va me mettre en déséquilibre. Donc, vivre pleinement ne veut pas dire vivre en excès. Vivre pleinement, c'est quelque chose que l'on ressent au niveau de notre cœur. C'est un désir, c'est une aspiration à vivre dans la joie, dans la créativité, dans l'appréciation de la beauté qui nous entoure, dans la méditation, si c'est ce qu'on aime faire, dans apprécier un coucher de soleil, dans être créatif, peindre et chanter ou autre. C'est ça qui nous procure du bonheur. C'est ça, vivre pleinement. C'est pas vivre dans l'excès, manger, boire, ne pas dormir, etc. La peur de la mort qui naît de cette notion de finitude et qui serait accentuée aussi par la conception d'un monde fini qui se résumerait à ce que je vois. Il pourrait y avoir une appréhension forcément plus douce si on considère toute la partie invisible qu'on ne voit pas et qui est d'une richesse presque essentielle. Et c'est vrai que si on s'enferme dans la matière, on ne peut pas répondre au changement de conscience individuel. C'est un peu comme si on disait la Terre qui fait partie du cosmos et on exclut ce cosmos, on exclut les galaxies, on exclut les constellations, on exclut les planètes, on exclut la vie en dehors de la Terre. Cette vie que l'on ne voit pas, que l'on ne connaît pas. Mais pourtant, il y a des astrologues qui prétendent que les planètes nous influencent, et ça, c'est pas d'aujourd'hui, ça vient depuis très longtemps, quand les êtres n'avaient pas
d'orientation ou de connaissances scientifiques sur le climat, par exemple, et pouvait prédire le temps à venir par rapport à des positions d'étoiles. Donc, on voit bien que cette influence, elle existe sur nous. Donc, euh, cette notion dont tu parles, tu vois, de finitude, c'est la limite humaine qui fonctionne avec des ornières et qui dit, voilà, cette personne n'est plus animée, ce corps n'est plus animé, donc cette personne n'est plus, donc je ne peux plus vivre avec elle, donc je ne peux plus rien faire avec elle. Non, c'est vrai, on peut plus rien faire avec elle à partir du moment où elle n'est plus dans son corps, mais elle est dans notre cœur. Elle peut continuer à vivre dans notre cœur, d'une part, et d'autre part, elle continue sa vie ailleurs, sur d'autres plans, sur d'autres planètes, faire d'autres choses parce qu'elle continue d'évoluer différemment. La planète Terre, c'est juste un lieu de séjour, mais ce n'est pas le seul lieu de séjour. Il y en a d'autres. Beaucoup de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente ont contacté des êtres chers. Enfin, ils ne les ont pas contactés volontairement, mais quand ils sont sortis de leur corps et qu'ils sont allés de l'autre côté, ils ont rencontré des êtres chers, des membres de leur famille, les ont accueillis chaleureusement, et ensuite ils sont revenus. Tous ceux qui se rappellent leurs expériences de mort imminente ont contacté des êtres chers de leur famille, et ils ont aussi ressenti cet amour. Donc, on sait que la vie après la mort existe aujourd'hui. Les études ont été faites à ce niveau-là et que les gens qui revenaient de mort imminente ne racontaient pas des histoires, ils n'étaient pas en délire sous morphine. Ils ont vraiment vécu ça. Et en général, quand ils reviennent et qu'ils se souviennent de leur expérience, ils en reviennent transformés. Ils ont une perception du monde totalement différente. Donc oui, pouvons-nous accueillir que c'est pas parce qu'un être cher est près de moi ou n'est plus près de moi, que du coup, je suis démunie de ça, je suis privée de cela. En fait, dans mon cœur, je peux me connecter à cette personne, même si elle n'est plus avec moi physiquement. On sort de cette vision finie, vie-mort, et qu'on prend effectivement une hauteur et que du coup, cette ligne vie-mort vient s'inscrire dans quelque chose de bien plus grand et de intemporel. Tout de suite, la notion angoissante s'atténue parce que c'est plus là une fin et après le vide, c'est une fin dans quelque chose de plein et beaucoup plus, enfin, plus vaste. Tout se recycle. Donc, moi, quand je quitte la Terre, je vais vivre autre chose ailleurs qui sera tout aussi riche et tout aussi enrichissant que ce que je peux vivre ici. Néanmoins, comme le dit Lovett, oui, comme on fait son lit, on se couche. Et on va vous en passer un extrait d'ailleurs. Adulte, j'avais jamais remis en cause cette espèce de vision de ce dicton. Comme on fait son lit renvoie sur le lit de la rivière. Comme on fait son lit, c'est-à-dire comme on creuse son sillon, on se couche, c'est-à-dire on s'allonge pour sa dernière nuit. On mourra dans le lit que nous creusons toute notre vie. Et là, j'ai commencé de comprendre le truc totalement autrement. J'ai dit, ah ok, c'est ça qu'on est en train de nous dire. Comme on fait son lit, on se couche, c'est-à-dire que là, c'est vraiment extraordinaire parce que il y a une histoire de fou, il y a un pouvoir de dingue pour nous là-dedans. C'est que la façon dont nous allons narrer notre expérience, je parle bien du récit de notre vie, la façon qu'on a de raconter notre expérience, creuse un sillon, creuse le lit. Et le lit, là, notre récit sans cesse répété, cette narration sans cesse réappliquée, crée le lit dans lequel nous mourrons. Et nous mourrons dans la légende sans cesse répétée de notre histoire interprétée. C'est ça, en fait, enfin, je percute sur c'est quoi le verbe créateur. Le verbe créateur, c'est « vas-y, raconte ton histoire. Dis-nous qui tu es à longueur de temps, à longueur d'année. Vas-y, raconte cette vieille histoire à propos de toi et creuse ton sillon, mon garçon. C'est là-dedans que tu mourras. » Comment je mène ma vie? Et puis de bien comprendre cette expression qui pourrait paraître voilà, un petit peu simple, et en fait, elle est vraiment très, elle est très subtile et très pertinente. La façon dont je vis ma vie
me prépare à mon départ, la manière dont je vais partir. Et comment je pars, la façon dont je pars, me prépare à comment je vais revenir. Et du coup, toute ma vie, jusque même vers la fin, quand je suis consciente que c'est la fin, toute ma vie peut être enrichie encore et encore de cette vision-là, de m'assurer, de me préparer une belle fin, une belle clôture de cycle, et que ça puisse se faire de façon joyeuse aussi, pour aussi me préparer un au-delà magnifique et éventuellement un retour magnifique. Donc tout est lié dans cette transformation, dans ce cycle permanent de la vie et de la mort. C'est vraiment le cercle du yin et du yang. Vie, mort, vie, mort, vie, mort, vie, mort, et sous différentes formes et dans différents lieux. Oui, si on part du principe que chaque mort est aussi une occasion de renaître plus fort et enrichi et de s'ouvrir encore plus, on peut même voir ça comme quelque chose de plutôt passionnant et l'attendre. Après, ça n'enlève rien au fait que ceux qui restent et qui perdent la personne doivent trouver une raison, mais s'ils sont dans les mêmes croyances, finalement, on pourrait supposer bah, que cette mort charnelle du corps, finalement, bah, c'est une étape dans toutes ces petites morts des cycles de la vie, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est magnifique. Le deuil d'un être cher, c'est une tristesse et un vide intérieur, hein. Mais encore une fois, l'image de l'arbre est toujours un très beau symbole. C'est quand il a perdu ses feuilles et qu'on regarde la campagne avec des arbres sans feuilles, il y a un vide. L'hiver est une forme de vide. Mais de ce vide va naître autre chose. Donc, c'est notre transformation intérieure. Si on veut bien accompagner cette transformation et accueillir ce vide qui peut être dans une forme d'hiver intérieur où il ne se passe rien pendant un certain temps. C'était un philosophe qui s'appelle Gustave Thibon qui parlait en disant, moi, je voudrais mourir vivant. Hmm. Bon, ça rejoint aussi les propos de Christiane Singer, où finalement, si vraiment on prend une seconde pour s'arrêter sur voilà, mourir vivant, quoi, ça veut tellement tout dire. La mort est inéluctable, elle est là, mais on peut y arriver en étant plein, rempli et finalement en étant complètement dans ce cycle où j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc, en fin de compte, comme tu le disais, la mort là peut arriver parce que je suis vivant, je suis plein, et ça n'est qu'une ouverture pour une suite. Ça, c'est ça. Donc, en fonction de la question à vous poser à chacun qui nous écoutait, la question à se poser, c'est est-ce que je peux vivre au présent ma vie plus pleinement? Et qu'est-ce qui m'en empêche? Quel que soit mon âge, que je sois en jeune adulte, milieu de vie, plutôt à la retraite ou plus âgé, qu'est-ce qui m'empêche de vivre ma vie au présent plus pleinement? Et l'autre question à se poser, c'est quelles sont mes peurs de la mort en fonction de ce que j'ai pu voir autour de moi, être témoin de personnes en souffrance, hein, ou des pertes intérieures personnelles non résolues. En fonction de tout ce qui est chargé autour de la mort va m'empêcher de vivre pleinement ma vie. Ça, c'est un élément. Et le deuxième élément, est-ce que je peux adopter une nouvelle croyance plus riche à partir du fait que mon corps se renouvelle tous les ans, auquel cas le vieillissement n'est pas un état d'être obligatoire, mais au contraire de maintenir en santé parce que dans mon cœur, dans mes émotions et dans mes croyances, je suis toujours en train de créer de nouvelles choses, de participer, d'être utile au monde en fonction de ce qui m'appelle, ce qui m'anime, pour aller toujours un peu plus vers la vie. Pour cette vidéo vie-mort, j'espère qu'elle elle vous aura interpellé, fait réfléchir et
je vous souhaite un bel équilibre entre ces deux polarités. Donc voilà, on a terminé cette vidéo Vie Mort, hein. Et avec les méthodes PIT, nous œuvrons beaucoup sur cet équilibre des polarités. Et j'espère que ceci va vous permettre d'avancer sur ce chemin, d'avoir une longue vie riche de belles aventures. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Polarité, À bientôt. qui sera une surprise.